Bonjour chers étudiants, j'espère que vous vous sentez bien et je souhaite bien que vous restiez chez vous et que vous révisiez vos leçons, surtout durant cette période. La leçon d'aujourd'hui porte sur la planification stratégique en faveur des étudiants de la deuxième bac sciences économiques et de gestion comptable. Avant de présenter en détail cette leçon, voici le plan qu'on va adopter le long de ce cours. D'abord, on va voir la définition de la planification stratégique. Ensuite, nous allons voir ensemble les notions de l'environnement interne de l'entreprise, son micro-environnement externe et passer à son macro-environnement externe, pour finalement aborder la notion du diagnostic interne et externe. Ensuite, on va parler des notions de plan stratégique et plan opérationnel, sans oublier de parler sur la notion de budget ou bien la budgétisation. Finalement, on va traiter les avantages et les limites de la planification stratégique. Par planification stratégique, on souligne le processus par lequel on élabore un ensemble de finalités et les actions pour réaliser ces finalités. Pour te dire, c'est ce processus qui permet à toute entreprise de concrétiser sa vision espérée du futur. Pratiquement, comment ça se passe? D'abord, la direction générale conçoit une vision de son évolution souhaitée à moyen et long terme, en passant bien sûr par ce qu'on appelle le diagnostic stratégique. Ensuite, pour concrétiser cette vision, l'entreprise élabore un ensemble de finalités. Et de même, pour réaliser chacune de ces finalités, l'entreprise élabore des objectifs opérationnels appelés aussi actions, ce qui lui permet au final de rendre réelle sa vision de futur souhaitée. En tout petit rappel de la partie précédente de la définition, le processus d'élaboration passe par plusieurs étapes. Mais pour notre programme, on ne va aborder que les 4 suivantes, à savoir le diagnostic stratégique interne et externe à travers ce qu'on appelle l'analyse SWOT, puis le plan stratégique qui décline la vision future de l'entreprise sous la forme d'un ensemble de finalités. Ensuite, les plans opérationnels qui représentent des objectifs opérationnels ou ce qu'on appelle les actions pour réaliser la finalité espérée et souhaitée, ou bien les finalités espérées et souhaitées par l'entreprise. Et finalement, la budgétisation, où on devrait normalement calculer le budget de chaque objectif opérationnel afin de calculer finalement le budget total de notre plan stratégique. Je sais bien que jusqu'à maintenant, ça peut être encore flou pour certains étudiants. Si c'est votre cas aussi, surtout ne vous inquiétez pas. Car avant la fin de cette présentation, on va aborder ensemble un schéma qui résume toutes ces étapes. Seulement suivez-moi jusqu'à la fin de ce cours et merci bien pour votre attention. Pour ce qui concerne le diagnostic stratégique, on va d'abord voir le diagnostic interne qui consiste à examiner si les ressources internes de l'entreprise représentent des atouts, ce qu'on appelle les forces, ou bien des handicaps, appelés aussi les faiblesses par rapport à la concurrence. Et ceci à travers l'évaluation des ressources suivantes. Tout d'abord, les ressources techniques. Autrement dit, il s'agit des machines de production. Est-ce qu'elles sont vieilles ou pas? Est-ce qu'elles sont totalement amorties? Sont-elles encore fonctionnelles? Ou bien ça génère énormément de pannes et du coup ça génère des frais de maintenance qui sont coûteux pour l'entreprise. Ensuite, ces machines sont-elles flexibles ou pas? Ça veut dire, est-ce qu'on peut les adapter et les paramétrer selon la cadence de l'entreprise? Peut-elle nous servir à créer plusieurs produits ou seulement de concevoir des produits uniques ou quasi uniques? Par exemple, la machine à coudre tout à droite, elle est nouvelle.
Elle est aussi numérique. Elle peut tracer n'importe quel design sur un tissu. Il faut seulement enregistrer ce design dans son système informatique. En plus, elle est multifonctionnelle, ça veut dire elle est flexible en termes de produits. Ainsi, il peut coudre plusieurs types de tissus. Donc, avoir ce genre de machine à coudre, ça sera une grande force pour une entreprise qui opère dans le secteur du textile. Mais avoir un parc d'anciennes machines qui nécessitent de l'effort humain, ça peut être une faiblesse ou un handicap pour des entreprises de textile. Puis les ressources financières. Il s'agit des questions à propos de deux choses qui sont importantes pour l'entreprise sur le plan financier, à savoir la solvabilité et la rentabilité. Il s'agit de poser des questions comme est-ce que l'entreprise est solvable ou pas? Ça veut dire est-ce qu'elle respecte ses engagements financiers vis-à-vis de ses fournisseurs et de ses bailleurs de fonds comme la banque par exemple? Est-ce que ces investissements sont rentables ou pas? Ça veut dire, est-ce qu'ils génèrent des profits? Ces profits sont-ils énormes et importants ou bien ils sont juste dérisoires? Bon, voilà en grosso modo ce qui concerne les ressources financières. Les ressources commerciales. Il s'agit là de poser certaines questions liées par exemple à la politique de distribution de l'entreprise, sa politique de promotion, ses forces de vente. Et pour vous aider, on peut se poser les questions suivantes. Ce pas des questions qui sont exhaustives, mais c'est des questions qui vont vous aider. Par exemple, l'entreprise dispose-t-elle d'un grand réseau de distribution pour couvrir largement pas son marché? A-t-elle une grande force de vente, c'est-à-dire une grande et bonne équipe de vente pour convertir ses prospects en clients réels et fidèles, par exemple via les nouveaux moyens du marketing digital, à savoir les médias sociaux, les moteurs de recherche comme Google, le e-mailing et les applications mobiles. Les ressources organisationnelles. Là, on peut poser plusieurs questions à propos de l'organisation propre à l'entreprise, qu'entre autres, par exemple, la structure de l'entreprise est-elle matricielle ou hiérarchique? S'il s'agit du cas hiérarchique, c'est sûr, les décisions sont toutes prises par le patron, ce qui va générer bien sûr une sorte de rigidité dans la prise des décisions, car on va toujours attendre le patron pour trancher dans n'importe quelle affaire. Ensuite, on peut poser des questions comme si les employés peuvent prendre l'initiative pour résoudre un problème technique ou pas. Ou bien il faut toujours revenir au directeur technique pour résoudre n'importe quel problème technique, même s'il s'agit d'un problème minus, c'est-à-dire très petit. La recherche et développement. Il s'agit là de poser un ensemble de questions à propos de l'innovation, la recherche, et ainsi de suite. On peut poser la question, par exemple, si l'entreprise dispose-t-elle d'un laboratoire de recherche pour créer des nouveaux produits, développer des nouveaux procédés de production, dévoiler des nouveaux marchés pour vendre ses biens, améliorer les produits qui existent déjà, ainsi de suite. Cette entreprise encourage-t-elle les nouvelles idées d'innovation ou bien elle est toujours rigide vis-à-vis de tout ce qui est nouveauté et innovation? Et finalement, les ressources humaines. Il s'agit de poser certaines questions comme, par exemple, est-ce que l'entreprise dispose-t-elle de l'effectif adéquat requis
pour atteindre ces objectifs ou pas? Ces employés sont-ils bien formés ou non? Ont-ils les compétences requises pour atteindre les objectifs espérés ou bien escomptés par l'entreprise ou pas? Après avoir vu le diagnostic interne, on va passer maintenant au diagnostic externe. D'abord, on va commencer par ce qu'on appelle le diagnostic externe du micro-environnement de l'entreprise, où les clients figurent en premier abord. Il s'agit là de poser les questions suivantes. Comment les clients agissent-ils vis-à-vis des produits de l'entreprise? Sont-ils toujours motivés encore et encore à acheter les produits de l'entreprise? Ou bien il y a des handicaps qui les empêchent à rester fidèles à ces produits? Puis les fournisseurs. Là, on peut poser beaucoup de questions. Par exemple, quels sont les fournisseurs de l'entreprise? Quels sont leurs prix proposés? Quelle est leur réputation? Sont-ils flexibles ou pas? Ça veut dire, est-ce qu'ils peuvent répondre à tout moment aux besoins d'approvisionnement de l'entreprise ou pas? Les concurrents. Demain, on peut poser plusieurs questions. Parmi ces questions, y a-t-il des produits qui peuvent rivaliser directement les produits de l'entreprise? Y a-t-il des produits de substitution qui peuvent remplacer l'utilisation indirecte de la consommation des produits de l'entreprise? Et finalement figurent les autres parties prenantes, à savoir les banques, les médias et l'État. On va passer maintenant à l'analyse du macro-environnement de l'entreprise. Tout d'abord, on va commencer par l'environnement économique. Il s'agit là d'évaluer les effets qu'exercent certains phénomènes et variables économiques sur l'entreprise. Il s'agit en l'occurrence des phénomènes comme l'inflation, le chômage, le taux d'intérêt sur investissement, le revenu national disponible brut, et ainsi de suite. Puis l'environnement légal. Généralement, il s'agit des lois et droits. Par exemple, le droit de travail. Est-il rigide ou bien présente-t-il une certaine flexibilité et laxisme en faveur des entrepreneurs? L'État exige-t-il des conditions pour la protection de la santé des employés ou pas? De même, les entreprises sont-elles juridiquement obligées d'adopter des normes de sécurité afin de protéger la vie de l'employé ou pas? L'environnement socioculturel. Il s'agit là de la croissance démographique. Autrement dit, y a-t-il suffisamment de personnes pour répondre, par exemple, aux besoins de l'entreprise en termes d'emploi ou pas? Le mode de la vie de la société encourage-t-il la consommation des produits proposés par l'entreprise concernée par le plan stratégique? Aussi, le niveau d'éducation de la société est-il favorable pour l'évolution de l'entreprise? Autrement dit, y a-t-il des personnes instruites et compétentes pour occuper les postes d'emploi proposés par les entreprises ou pas? L'environnement écologique, ou bien l'écologie. Y a-t-il des lois qui imposent aux entreprises de protéger
l'environnement naturel et écologique où elles opèrent. De même, ces entreprises sont-elles obligées à recycler leurs déchets avant de les jeter dans les égouts et la décharge publique? Ces entreprises toujours sont-elles encouragées par l'État pour l'utilisation des énergies renouvelables? Ensuite, on va voir l'environnement politique. Le pays d'accueil de l'entreprise est-il politiquement stable? Ou bien il y a toujours des changements de gouvernement, des coups d'État, des attentats terroristes? Aussi, la fiscalité de ce pays encourage-t-elle l'investissement privé via des taux réduits d'impôts ou pas? Et finalement, l'environnement technologique. L'État ou bien où l'entreprise opère dépense-t-il en recherche et développement? Partage-t-il ses recherches avec le secteur privé? Encourage-t-il les nouvelles idées? Aide-t-il les innovateurs à concrétiser leurs idées ou pas? Encourage-t-il les inventeurs à mettre en œuvre leurs inventions? Et finalement, l'État dispose-t-il d'une politique numérique pour le transfert et le partage rapide des informations et des technologies? Ainsi de suite. Bon, avant de passer au reste de cette présentation, je veux juste souligner que les questions déjà mentionnées à propos de ces environnements internes et externes de l'entreprise ne sont pas exhaustives. Mais ça n'empêche pas que les réponses à ces questions susmentionnées peuvent vous aider largement à dresser la matrice de l'analyse SWOT qu'on va voir en détail dans la partie qui suit. Après avoir répondu aux questions liées au diagnostic interne et externe, nous allons répartir les réponses à ces questions sur les cases de la matrice SWOT. Et là, je vais vous dire une chose. Je n'ai pas ajouté à l'historique la définition de l'analyse SWOT. Pourquoi? Parce que je pense, si vous tapez le nom sur Google, Monsieur Google, il est généreux. Il va vous donner beaucoup de définitions et beaucoup d'articles là-dessus. Bref, les éléments de réponse des questions susmentionnées en relation avec l'environnement interne de l'entreprise, s'ils sont positifs, c'est-à-dire des avantages, on va les mettre dans la case de force. Si ces éléments représentent des inconvénients pour l'entreprise, on va les mettre au niveau de la case des faiblesses. De même, concernant les éléments de réponse qui sont en relation avec l'environnement externe de l'entreprise, si ces éléments représentent des avantages pour l'entreprise, on va les mettre dans la case des opportunités. Par contre, s'ils représentent des inconvénients pour cette entreprise, on devrait les mettre dans la case des menaces. Et voilà, grosso modo, on va établir notre matrice SWOT. Et on aura aussi une idée claire sur les forces et les faiblesses internes de l'entreprise. Et aussi les opportunités qu'offre l'environnement externe de l'entreprise, sans oublier les menaces qui peuvent entraver le développement de cette entreprise et l'empêcher, bien sûr, à concrétiser sa vision du futur espérée. Et pour réaliser cette vision du futur, l'entreprise devrait dresser un ensemble de finalités dans la mesure de renforcer ses forces et pallier ses faiblesses. Sans oublier aussi de mentionner que normalement, l'entreprise
devrait exploiter les opportunités que lui offre son environnement externe et faire face aux menaces de cet environnement, ce qui va permettre par la suite à cette entreprise d'avoir ce qu'on appelle le plan stratégique. Bon, après, on essaie de dresser les objectifs opérationnels ou bien, si vous voulez, les actions concrètes à exécuter afin de réaliser chaque finalité. De ce fait, on voit ce qu'on appelle des plans opérationnels. Et finalement, on devrait calculer le coût de chaque action. Ceci va nous permettre, bien sûr, de calculer le coût total du plan stratégique élaboré. C'est l'étape de ce qu'on appelle la budgétisation. Après avoir réalisé le processus de la planification stratégique, nous allons voir ensemble quels sont ses avantages pour ensuite aborder ses inconvénients. Bon, d'abord, pour ce qui concerne les avantages, et se représente comme ce qui suit. La planification stratégique permet à l'entreprise de concrétiser sa vision de futur espéré sans s'obliger à changer à tout moment son orientation suite à n'importe quel changement brusque de son environnement. Elle donne aussi une vision d'ensemble de l'évolution de l'entreprise et ceci, bien sûr, va favoriser le développement de cette entreprise. Et finalement, la planification stratégique améliore les performances de l'entreprise et lui permettent de la meilleure utilisation de ses ressources. Pour ce qui concerne les inconvénients de la planification stratégique, elle génère des coûts importants en termes du matériel, du temps consacré pour sa réalisation et aussi les ressources humaines mobilisées durant la phase d'élaboration. Et dans certains cas, la planification stratégique risque de générer des rigidités suite au formalisme des procédures à suivre afin de réaliser la future vision souhaitée par l'entreprise. Et bien sûr, ceci peut décourager totalement les idées et les initiatives du personnel. Et parfois même, malheureusement, cette planification peut s'appuyer sur des données incertaines ou bien erronées, ce qui peut fausser totalement la démarche qu'on vient d'expliquer et empêcher l'entreprise à atteindre ses finalités et ses objectifs. Avant d'achever ce cours, et vu l'importance du diagnostic dans le processus d'élaboration de toute planification stratégique, je vais vous laisser un exercice de l'analyse SWOT. Comme ça, vous saurez la différence entre les termes de force et opportunité, faiblesse et menace. Voici l'exercice sur lequel je vous ai parlé. Il s'agit de 8 phrases. Pour chacune d'elles, il faut préciser s'il s'agit d'une force, d'une faiblesse, opportunité ou bien une menace. Et ceci en mettant tout simplement une sorte de croix devant la bonne réponse. Et avant de corriger cet exercice, je vais laisser pour vous le temps nécessaire pour le faire chez vous. Et demain, vous trouverez sur cette chaîne même la correction de cet exercice. Merci bien pour votre aimable attention et à demain. Mais surtout, s'il vous plaît, faites tout seul cet exercice pour souligner les éléments qui demandent plus d'attention de votre part. Et à demain.